Bonsoir à vous et bienvenue sur Inside News RDC. En ce 10 janvier 2026, alors que la vie suit son cours à Kinshasa, l'incertitude, elle, ne prend pas de repos. Elle s'installe dans les esprits, nourrie par un fossé grandissant entre les discours du pouvoir et les réalités que nous vivons tous. Ce soir, nous allons décrypter pour vous les manœuvres qui se jouent au plus haut sommet de l'État. Car au-delà des mots, il y a des stratégies, des calculs et des conséquences directes sur notre quotidien, sur notre avenir. Nous devons comprendre si les annonces faites sont des promesses sincères ou des diversions politiques. Au cœur de cette édition, le grand dossier du dialogue politique. Le président Tshisekedi tend la main, mais est-ce pour unir le pays ou pour gagner un temps précieux? Puis, nous irons sur le front de la justice, où le gouvernement annonce une guerre sans merci à la corruption. Des centaines de magistrats suspendus, un tribunal spécialisé en vue, mais les réseaux mafieux tremblent-ils vraiment? Nous ferons également le point sur les crises qui frappent nos provinces en silence. De la détresse de nos réfugiés au Burundi à la flambée du choléra au Lualaba, en passant par l'enclavement mortel de Chabunda. Mais commençons par le cœur du pouvoir, là où le temps est devenu une arme politique. Le président Tshisekedi joue-t-il la montre? Analysons ensemble. Dans le paysage politique tendu de notre pays, le mot dialogue est lourd de sens. Il peut être le symbole d'une réconciliation nationale ou au contraire, l'instrument d'une manœuvre dilatoire. Aujourd'hui, alors que le pouvoir évoque une nouvelle concertation, chaque citoyen est en droit de se demander, s'agit-il de construire l'avenir ou de contrôler le calendrier? L'histoire a commencé par une annonce officielle le 9 janvier. Le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, a confirmé l'accord de principe du président Félix Tshisekedi pour un dialogue politique, mais avec une condition non négociable. Ces assises se tiendront en RDC et nulle part ailleurs. Cette annonce ne sort pas de nulle part. Elle s'inscrit dans un ballet diplomatique intense avec des rencontres répétées avec le président angolais João Lourenço et des pourparlers cruciaux menés à Washington avec le Rwanda et à Doha sur le M23. La justification officielle articulée par Patrick Muyaya est celle de la prudence. Il parle d'un séquençage nécessaire pour ne pas interférer avec les discussions prioritaires de Washington et Doha. Pour le pouvoir, il n'y a pas de crise de légitimité, mais une crise sécuritaire imposée par le Rwanda. Mais ça, c'est la version officielle. Loin des points de presse ministériels, sur le terrain politique, des analystes comme Roger Amani peignent un tableau très différent. Ils y voient une stratégie de glissement version 2.0, dont l'objectif serait de gagner du temps, potentiellement 2 ans, afin d'organiser une transition maîtrisée qui permettrait de choisir un successeur adoubé par le système. Les dialogues, c'est l'ADN politique congolais, un mécanisme réactivé à chaque crise majeure, comme nous l'ont rappelé les précédents de Kodjo ou de la Senko. Le pouvoir semble réactiver cet outil pour reprendre la main. Et en filigrane, la jurisprudence du flou de 2016, avec la tentative d'interprétation de l'article 70 sous Joseph Kabila, pourrait ressurgir. Pour le Congolais moyen, cette incertitude se traduit par une profonde fatigue démocratique. L'attention est détournée de la crise économique, tandis que la guerre à l'Est sert de justification potentielle à un report des échéances électorales. Alors, comment le gouvernement peut-il affirmer que la crise est purement sécuritaire quand sa propre manœuvre politique et la crise de légitimité qui en découle fournissent l'oxygène même qui alimente les incendies dans l'Est? Et surtout, ce dialogue est-il vraiment une recherche de consensus national ou est-ce l'ultime tranquillisant politique, conçu pour endormir une opposition agitée et un public épuisé pendant que le temps s'écoule? Cette quête de légitimité politique ne peut être crédible sans une justice forte et indépendante. Or, c'est précisément sur ce terrain qu'un combat spectaculaire vient d'être lancé.
La crédibilité de l'État congolais, tant aux yeux de sa population que de ses partenaires internationaux comme le FMI, repose sur un pilier essentiel, une justice impartiale. La guerre contre la corruption n'est pas une option, c'est une condition de survie. La charge a sonné le 8 janvier avec une annonce tonitruante du ministre de la Justice, Guillaume Ngefa, la création imminente d'un tribunal pénal économique et financier rattaché à un parquet dédié. Ce n'était pas seulement un message pour le public congolais, mais un signal clair envoyé aux partenaires internationaux. Le ministère collabore déjà avec le FMI pour digitaliser l'administration judiciaire et prévoit de signer des accords de coopération avec des États européens pour le rapatriement des fonds volés. Guillaume Ngefa l'a martelé. Nous allons intensifier la lutte contre la corruption et renforcer la diplomatie judiciaire pour mieux défendre nos intérêts. Mais pendant que les déclarations officielles visent à rassurer, quelle est la réalité sur le terrain? Les chiffres sont saisissants. 324 magistrats ont été suspendus pour corruption et manquements graves. Plus de 400 dénonciations ont été reçues et 13 injonctions adressées au procureur général sur des dossiers sensibles de spoliation et de fraude minière. Le cas emblématique du fonds Frivao illustre cette dynamique. Le ministre a salué une première victoire avec la condamnation d'une personne et la restitution de 19 millions de dollars à l'État. C'est une jurisprudence rare dans notre pays, mais l'enquête se poursuit sur les listes de fausses victimes, impliquant potentiellement bien d'autres acteurs. Cette corruption a un visage, celui de ces pauvres mamans spoliées de leur maison et des véritables victimes de guerre privées de leurs indemnisations. La suspension de 324 magistrats est un acte fort, mais peut-il suffire à assainir un système entier? Comment garantir que leurs remplaçants ne reproduiront pas les mêmes travers? Et ce nouveau tribunal financier sera-t-il une épée contre les intouchables? Ou deviendra-t-il une autre cage dorée créée pour donner l'illusion de l'action pendant que les véritables architectes du pillage de notre pays continuent d'opérer en toute impunité? Mais un système judiciaire brisé et un paysage politique contesté se déversent inévitablement dans la blessure la plus profonde de notre nation. La guerre sans fin dans l'Est, où l'absence de l'autorité de l'État se mesure non pas en texte de loi, mais en cadavres. La situation sécuritaire dans l'Est est une crise au visage multiple. D'un côté, notre armée mène des offensives courageuses. De l'autre, la violence persiste, la criminalité urbaine explose et de nouvelles tensions émergent, y compris avec les milices censées appuyer les forces loyalistes. Les journées des 9 et 10 janvier illustrent ce paradoxe. En Ituri, les opérations conjointes FARDC-UPDF traquent les terroristes ADF. Au même moment, à Butembo, les autorités interdisent aux miliciens Wazalendo de circuler armés. Cette crise est aussi profondément transfrontalière, impliquant une collaboration militaire avec l'Ouganda, tandis que sur le lac Tanganyika, la méfiance régionale est palpable après l'interception d'un bateau venant du Burundi par ces mêmes Wazalendo. Le gouverneur militaire du Nord Kivu justifie l'interdiction des armes en ville par la recrudescence des actes criminels, comme le meurtre d'un policier et d'un civil à Butembo le 7 janvier. Mais la réalité des combats est brutale. À Mombasa, les FARDC et leurs alliés ougandais traquent les ADF, mais subissent de lourdes pertes, avec une dizaine de militaires tués. Simultanément, à Mangurijipa, les forces vives exigent des opérations d'envergure, montrant que l'efficacité de l'État est perçue comme insuffisante. Le gouvernement est pris dans un piège dangereux qu'il a lui-même créé. Sur les lignes de front, il a besoin des Wazalendo comme supplétifs face aux ennemis étrangers. Mais dans les villes, il est contraint de désarmer ses mêmes alliés pour les empêcher de devenir la source même de la terreur et de la criminalité qu'il prétend combattre. Ce n'est pas un simple défi. C'est une contradiction fondamentale qui menace de déchirer notre appareil sécuritaire de l'intérieur. Les civils, eux, en paient le prix. Taxes illégales des ADF à Mombasa, criminalité à Butembo.
peur des massacres à Mangorijipa. Alors, comment l'État peut-il mener une guerre efficace contre des groupes comme les ADF tout en gérant les débordements de ses propres alliés? Ne risquons-nous pas que le remède Ouazalendo devienne une partie du mal? Et la focalisation sur l'offensive militaire est-elle suffisante? Ou oublions-nous que la détresse humanitaire et économique des populations de l'Est est le terreau sur lequel prospèrent tous ces groupes armés? Et là où les armes rugissent, une tragédie silencieuse s'installe. Au-delà des lignes de front et des manœuvres politiques, des millions de nos compatriotes mènent une autre guerre. Une lutte quotidienne pour l'eau, les médicaments et un toit au-dessus de leur tête. Ce sont les fronts oubliés de la crise congolaise. Derrière les grands titres politiques et sécuritaires, des millions de nos compatriotes luttent chaque jour pour leur survie, confrontés à des crises humanitaires, sanitaires et sociales qui révèlent les failles profondes de nos services de base. Ces urgences silencieuses sont le véritable baromètre de la santé de notre nation. Le voyage de la ministre Eve Bazaiba au Burundi met un visage sur cette souffrance. Celui des plus de 100 000 réfugiés congolais qui y survivent, manquant d'eau, de nourriture et de soins. C'est une nation en exil, une blessure ouverte loin des projecteurs. Pendant ce temps, à l'intérieur de nos frontières, la détresse n'est pas moindre. À Chabunda, l'enclavement transforme une simple perfusion en produit de luxe. 1 litre de sérum se vend à 50 000 francs congolais. Dans le Lualaba, c'est le choléra qui refait surface, menaçant Kolwezi, Bunkeya et Fungurome. À Moba, ce sont les inondations qui paralysent 7 écoles, laissant des centaines d'élèves sans avenir. Et à Kinshasa même, près de 800 000 habitants sont privés d'eau potable depuis 2 mois à cause d'érosion, forçant le gouvernement à créer une task force pour gérer l'urgence. Face à ces urgences multiples, la réponse de l'État, souvent réactive et ponctuelle, comme avec une task force, est-elle à la hauteur? Ou assistons-nous à une gestion de la survie, là où il faudrait une véritable stratégie nationale de résilience et de développement des services essentiels pour tous nos concitoyens, de l'Est à l'Ouest? Face à ces défis de base, le gouvernement tente de poser les jalons d'un développement économique plus large, mais la connexion entre les grandes décisions et la vie quotidienne reste à prouver. À Kinshasa, dans les bureaux de la Banque centrale, on dessine l'avenir macroéconomique du pays. Sur le terrain, dans les villages et les villes, les citoyens attendent que ces grandes orientations se traduisent en améliorations concrètes. Le grand écart entre les deux mondes définit aujourd'hui notre réalité économique. La Banque centrale du Congo a décidé de poursuivre l'assouplissement de sa politique monétaire. En des termes simples, elle rend l'argent moins cher. Pour que les entreprises et les ménages puissent emprunter plus facilement, le gouverneur André Ouamesso Nkwaloloki projette une croissance robuste tirée par les cours du cuivre et du cobalt. Mais au même moment, un événement historique vient nous rappeler l'ampleur du chemin à parcourir. Des ménages décident sur une meilleure compétence, mais au moment, un événement historique vient nous rappeler l'ampleur du chemin à parcourir. C'est une révolution, mais aussi le symbole que l'accès à l'énergie reste une exception. Pendant ce temps, à la primature, un autre combat se joue, celui du pouvoir d'achat. La première ministre Judith Suminwa doit rencontrer les syndicats ce 12 janvier pour discuter de l'application harmonieuse du salaire minimum, réajusté à 21 500 francs par jour. L'assouplissement monétaire de la BCC peut-il réellement stimuler l'économie si le salaire minimum peine à être appliqué harmonieusement et si l'accès à l'énergie, comme le montre le cas exceptionnel de Chimbulu, reste un luxe pour une majorité de la population? Comment s'assurer que les grandes décisions macroéconomiques se traduisent en amélioration concrète du pouvoir d'achat et des conditions de vie pour tous? Passons maintenant aux brèves qui ont marqué l'actualité de ces dernières 48 heures. À l'aéroport de Kolwezi, les travaux d'infrastructure progressent à un rythme soutenu. La gouverneure du Lualaba, Marie-Thérèse Masuka, a inspecté le chantier ce 9 janvier. L'avancement est notable.
la nouvelle piste de 3450 mètres a déjà reçu sa deuxième couche d'enrobé sur 2,5 km. La tour de contrôle, pièce maîtresse du projet, est réalisée à 80%, tandis que le vaste parking conçu pour 550 véhicules est déjà structuré. En parallèle, les travaux de la route de contournement ont débuté pour désengorger la ville du trafic des poids lourds miniers. À la CAN 2025, le Sénégal et le Maroc se qualifient pour les demi-finales. Les deux premiers quarts de finale ont livré leur verdict. Le Sénégal, tenant du titre, a battu le Mali sur le score de 1-0, grâce à un but d'Iliman Ndiaye. De son côté, le Maroc a disposé du Cameroun 2-0, avec des réalisations de Brahim Diaz et Saïbari. Les Lions de la Teranga affronteront le vainqueur du match Côte d'Ivoire-Égypte, tandis que les Lions de l'Atlas attendent celui d'Algérie-Nigeria. Dans le dossier hydrocarbures, le gouvernement mobilise les opérateurs pour sécuriser l'approvisionnement en 2026. La ministre des Hydrocarbures, Acacia Bandoubolam Bongo, a réuni les sociétés pétrolières le 8 janvier. L'objectif est de renforcer la distribution de produits pétroliers dans tout le pays. Parmi les projets prioritaires pour 2026, la construction de nouveaux pipelines, la mise en place de centres de stockage additionnels et la réhabilitation des infrastructures existantes. Pour l'assainissement à Kinshasa, la RASKIN s'appuie sur la recherche scientifique pour relever les défis. Le directeur général de la RASKIN, Hugues Louawan Tendi, a rencontré des professeurs en sciences de l'environnement le 9 janvier. Ces derniers ont insisté sur un point crucial. Sans recherche, pas de solution durable. Ils ont notamment pointé l'absence totale de stations d'épuration des eaux usées à Kinshasa, soulignant que seule une étude scientifique peut déterminer où et comment les implanter efficacement. Et dans nos télécommunications, le président Tshisekedi exige une amélioration des services et renforce la régulation. Face aux perturbations récurrentes des réseaux, le chef de l'État a tapé du poing sur la table lors du Conseil des ministres du 9 janvier. Il a donné des instructions fermes aux ministres concernés pour renforcer le contrôle, appliquer les sanctions contre les opérateurs défaillants et produire un rapport détaillé sous 30 jours, afin de garantir aux Congolais des services fiables, performants et continus. Voilà qui conclut cette revue de l'actualité. Une actualité dense où les annonces d'envergure se heurtent à la complexité de notre réalité. Ce soir, nous avons vu 4 facettes de notre pays. Premièrement, la stratégie du dialogue politique du pouvoir, perçue par certains comme une manœuvre habile pour gagner du temps. Deuxièmement, la grande offensive annoncée contre la corruption, avec la suspension de centaines de magistrats, mais des défis structurels qui demeurent immenses. Ensuite, la guerre dans l'Est qui continue de faire rage, révélant la complexité de gérer à la fois les ennemis extérieurs et les milices alliées parfois incontrôlables. Enfin, les multiples crises humanitaires et sociales qui rappellent que la stabilité d'un pays se mesure aussi à sa capacité à fournir l'eau, la santé et l'éducation à ses citoyens. Face à ces stratégies politiques où le temps semble être l'allié des puissants, un proverbe nous rappelle que celui qui est pressé est déjà mort. Cette sagesse nous invite à la patience, mais elle ne doit pas être une excuse à l'inaction. Elle nous rappelle que les solutions durables demandent de la réflexion, pas de la précipitation, mais aussi que la patience du peuple, elle, a des limites. C'est la fin de cette édition d'Inside News RDC. Merci de votre fidélité. Nous nous retrouvons demain, même heure, pour continuer à décrypter l'actualité de notre nation. Pour approfondir la question de la stratégie américaine dans la région, ne manquez pas notre analyse, l'accord de Washington et la stratégie de pillage organisé, disponible sur notre chaîne. Que la paix et la lucidité accompagnent votre soirée. C'était Ilunga pour Inside News RDC. Bonne continuation.